Crime va vous raconter ce soir 2 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Drame sur les rives de la Seine. C'est tout de suite. Marie est une adolescente joviale de 17 ans. Pourtant, le 17 février 2014, à son domicile de Massy, en région parisienne, son corps sans vie est découvert par sa mère. La jeune fille a visiblement été étranglée sur les lieux du crime. Les enquêteurs ne relèvent aucune trace de vol ni d'effraction. Un drame qui laisse l'entourage de Marie dans l'incompréhension la plus totale. Alors que s'est-il passé réellement ce jour d'hiver 2014? Qui s'en est pris à cette jeune fille sans histoire? Et Marie, connaissait-elle son agresseur? Il va y avoir des lésions qui vont être constatées au niveau des poumons, au niveau du cou, et des marques au visage qui démontrent un mécanisme asphyxique. Philibert est un sexagénaire apprécié de tous. Il vit à Vanves, au sud de Paris. Un matin de février 2014, les pompiers interviennent pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré chez lui. Ils découvrent alors son corps calciné. L'homme de 60 ans a été roué de coups avant de brûler vif dans son appartement. L'enquête va mener les policiers dans le milieu de la nuit, sur la piste d'un dangereux pyromane. Alors pour quelle raison Philibert est-il mort? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Ou s'agit-il d'un crime gratuit? Outre les fragments de vitres qui sont fichés dans les cuisses de Philibert, il y a une fracture de l'os hyoïde qui est une trace de strangulation. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Marie, une jeune fille de 17 ans, décédée dans de troublantes circonstances. Un fait divers, au mobile obscur, qui bouleversera à jamais un village de Seine-et-Marne et tous les amis de la victime. Je dis non, c'est pas possible. Pourquoi Marie? Pourquoi elle, si jeune en plus? À 4 jours de ses 18 ans, je dis non, c'est pas possible en fait. J'étais bouche bée, j'avais les yeux gros comme une maison et je me demandais mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi en fait, on nous fait un canular. Nous sommes à Massy, dans le département de Seine-et-Marne. Ce modeste village de 1700 habitants a acquis une grande notoriété grâce à son château de Vaux-le-Vicomte. Ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle est le plus grand monument privé de France. Massy est un petit village, type traditionnel, sans grands ensembles, enfin, un habitat rural comme on en trouve encore en Seine-et-Marne, dans des endroits un peu préservés. C'est un village qui est resté relativement à l'écart de l'urbanisation. Mais le 17 février 2014, la commune va connaître un drame sans précédent. Ce jour-là, Anita, une femme de 50 ans, est chez sa mère adoptive, que nous appellerons Danielle, pour étendre le linge. Et elle reçoit l'appel de quelqu'un qui déclare « On a tué ta fille ». Réponse « Mais ça va pas dire ça ». Elle se tourne vers sa mère et elle lui dit « On a tué ma fille ». Et aussitôt, elle décide de se rendre à l'appartement de sa fille et elle emmène sa mère avec elle.
les deux femmes entrent dans le domicile de Marie et font face à une scène terrible. Elle découvre le corps de sa fille étendu en travers du lit avec une taie d'oreiller sur le visage. Et la mère d'Anita, Danielle, qui décide d'aller au bistrot du coin pour appeler la police. Alors qui est Marie, cette jeune fille de 17 ans? Dans quelles circonstances a-t-elle perdu la vie? Et qui est le mystérieux auteur de l'appel téléphonique? Lorsqu'ils arrivent dans l'appartement, les policiers de Melun découvrent à leur tour la victime. Allongée sur son lit, Marie est simplement vêtue de sous-vêtements. Sur la scène, ils vont constater des marques de strangulation au niveau du cou qui peuvent laisser penser donc, que Marie a été étranglée en fait. En observant les lieux, un autre élément attire l'attention des enquêteurs. L'appartement est en désordre, notamment avec des feuilles de papier répandues au sol, mais une policière remarque que c'est un désordre organisé. Ça lui évoque ces exercices à l'école de police où on devait justement déterminer s'il y avait réellement eu un cambriolage ou si c'était simulé. La scène de crime est immédiatement protégée et la police scientifique procède à divers prélèvements ADN sur le corps de Marie ainsi que dans l'appartement. Tenue à l'écart, la mère de la victime est interrogée. Anita raconte aux enquêteurs ce pourquoi elle a fait irruption dans l'appartement, à savoir qu'elle a reçu un coup de téléphone d'une voix mystérieuse dont elle ne sait pas dire si c'est une voix d'homme ou si c'est une voix de femme, mais en tout cas la voix d'un prétendu assassin qui lui aurait dit « On vient de tuer ta fille ». Les enquêteurs vont lui demander est-ce qu'on pourrait voir ce dernier appel, puisque finalement ça pourrait être très simple de trouver l'assassin de Marie. Et en fait, dans un premier temps, Anita refuse de donner le téléphone portable. Et ce n'est que, encore quelques instants plus tard, sur l'insistance des enquêteurs, qu'elle va accepter de leur remettre son téléphone portable. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, toute trace de cet appel reçu sur son portable a disparu. Anita assure qu'elle a l'habitude d'effacer ses appels et que dans le stress, elle a certainement dû faire une mauvaise manipulation. Face à la difficulté du dossier, la police judiciaire de Versailles reprend l'enquête et décide d'interroger le voisinage. Il ressort que Marie, la victime, était une fille tranquille, que Anita, sa mère, lui rendait visite tous les jours et très souvent le matin. Et en tout cas, les voisins n'ont pas entendu de cris, n'ont pas remarqué la présence d'un individu dangereux. Également entendus par les enquêteurs, les amis de Marie sont totalement dévastés par l'annonce de sa mort. Je me dis non, c'est pas possible. Enfin, pourquoi Marie, pourquoi elle, si jeune en plus? À 4 jours de ses 18 ans, je dis non, c'est pas possible en fait. Pour ma part, je n'ai pas du tout réalisé. C'est-à-dire que j'étais presque dans le déni. Et j'étais bouche bée, j'avais les yeux gros comme une maison. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi en fait, on nous fait un canular. Marie est née le 21 février 1996 à Melun. Son père, que nous appellerons Philippe, ne la reconnaît pas à sa naissance. Elle est élevée par sa mère et sa grand-mère à Massy. Face aux enquêteurs, les amis de la jeune femme gardent l'image de quelqu'un de jovial
et toujours à l'écoute des autres. C'était une fille qui aimait beaucoup rire, elle riait constamment. C'était vraiment une fille formidable avec un entrain qui me redonnait beaucoup de positivité et de confiance en moi. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui prenait soin d'elle. Elle aimait bien se maquiller, se coiffer, elle se lissait souvent les cheveux. Elle faisait beaucoup de selfies. Mais derrière son sourire et sa bonne humeur, l'adolescente dissimule un parcours chaotique. Marie, elle cesse d'être scolarisée en 3e et commence à suivre des cours par correspondance. Et surtout, elle va commencer à vivre seule dans l'appartement de sa mère à partir de l'âge de 14-15 ans. Est-ce qu'elle voulait son indépendance? Est-ce que c'est sa mère qui préférait vivre avec son compagnon hors la présence de sa fille? C'est difficile de le comprendre à ce moment-là. Alors pourquoi cette adolescente a-t-elle été tuée? Connaissait-elle son agresseur? Et que va révéler l'autopsie? Le 18 février 2014, dès le lendemain de la découverte du corps, les résultats de l'autopsie parviennent entre les mains des enquêteurs versaillais. Selon les experts légistes, le décès de la jeune femme est survenu entre 10h15 et 12h50. Il va y avoir des lésions qui vont être constatées au niveau des poumons, au niveau du cou et des marques au visage qui démontrent un mécanisme asphyxique. Si les policiers se doutaient déjà de la cause du décès, un élément dans le rapport d'expertise va les intriguer au plus haut point. L'autopsie va surtout révéler la présence dans les intestins de Marie, dans ce qu'on appelle son bol alimentaire, une très forte dose d'une molécule qui s'appelle le zolpidem, qui est un puissant somnifère. Il constate que la dose de somnifère qui a été prise ou administrée par Marie, elle est 10 fois supérieure à la dose thérapeutique. On est sur une dose qui est possiblement létale. L'expert y conclut qu'elle entraîne le sommeil profond en une quinzaine de minutes et par la suite peut entraîner un coma, voire le décès de la personne. Peu à peu, le voile se lève sur les circonstances de la mort de Marie. Pour les enquêteurs versaillais, l'adolescente a vraisemblablement été droguée avant d'être étranglée. La perquisition de son appartement va également apporter de précieuses informations. Et ils vont notamment retrouver des traces de zolpidem dans l'évier, dans la cuve de l'évier et sur les couverts autour de l'évier. Ce qui laisse penser qu'une personne a pris des comprimés de zolpidem, les a écrasés avec les couverts pour les réduire en poudre et pouvoir les mélanger à un liquide afin de les faire absorber par la victime. Et puis, on trouve aussi une forte présence de zolpidem dans le siphon de l'évier, comme si le trop-plein d'un verre chargé de cette molécule avait pu être versé pour s'en débarrasser. Dans les locaux de l'hôtel de police de Melun, la mère de Marie est auditionnée. Face aux enquêteurs, Anita avance une piste. Elle raconte que sa fille est victime d'un chantage au sujet de photos compromettantes. Et elle explique qu'elle donnait depuis plusieurs mois à sa fille une certaine somme d'argent pour satisfaire son maître chanteur. Les investigations et notamment les auditions des amis de Marie ne vont pas du tout confirmer cette thèse. Anita donne alors une seconde hypothèse. Sa fille aurait très bien pu avoir un différend avec son dernier petit ami. Interrogé à son tour, le jeune homme se confie sur sa relation
avec la victime. Il leur raconte notamment que Marie a prétendu qu'elle était enceinte, ce que lui réfute complètement, parce qu'en fait, il leur raconte un peu leur intimité, à savoir qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel entre eux, en tout cas pas jusqu'à pouvoir être enceinte, et que bon, dans ce contexte un peu trouble, de toute façon, ils ont rompu, et ils avaient rompu 5 jours avant le décès de la jeune fille. Le bornage de son téléphone va finir par disculper le jeune homme. Le jour du crime, il était dans les Yvelines, à plus de 100 km du domicile de Marie. Parallèlement, les enquêteurs versaillais tentent de retracer l'appel reçu par Anita le jour des faits. La police va se rendre compte que cet appel a été passé à partir d'une cabine téléphonique à Melun. La police va ensuite déterminer que c'est une carte téléphonique d'une certaine marque qui a passé cet appel téléphonique. La police va ensuite remonter jusqu'au lieu, au bar tabac, où cette carte téléphonique a été achetée. Ils vont aller voir le gérant du bureau tabac, qui va leur dire « Cette carte, elle a été vendue tel jour à telle heure, voici le ticket de caisse ». Les enquêteurs vont demander à visionner la vidéosurveillance du jour des faits et ils vont constater qu'à 12h50, Anita se présente et achète des cigarettes et une carte téléphonique. Tandis que les enquêteurs s'interrogent sur le rôle d'Anita dans le meurtre de sa fille, ils procèdent à l'analyse de sa ligne téléphonique. Et ils vont constater que son téléphone portable borne dans la zone de la cabine téléphonique utilisée pour l'appel du tueur au même moment. Ils ont à ce moment-là des raisons plausibles de penser qu'Anita a tué sa fille. Les résultats des analyses ADN vont encore plus accabler la mère de la victime. On trouve de l'ADN sous 2 ongles de Marie, l'ADN de sa mère, Anita. Mais alors, est-elle vraiment impliquée dans le meurtre de sa fille Anita? A-t-elle dit toute la vérité? Et que vont découvrir les policiers dans le passé de cette femme? À l'hôtel de police de Versailles, Anita concentre toute l'attention des enquêteurs. Au cours de leurs investigations, ils réalisent que la femme de 50 ans a eu un parcours de vie des plus chaotiques. Née le 20 juillet 1963 à Paris, elle est la deuxième d'une fratrie de 5 enfants. Mais quelques semaines seulement après sa naissance, la situation familiale d'Anita s'effondre. Son père était en détention, sa mère ne pouvait pas s'occuper des 5 enfants. Elle a donc été placée avec une de ses sœurs dans une famille justement de Mincy. Anita grandit dans cette famille aimante et considère désormais Danielle comme sa véritable mère. Plus tard, elle enchaîne des petits boulots d'auxiliaire de vie dans les hôpitaux et fait des ménages dans plusieurs résidences de Massy et Melun. Après l'échec de son premier mariage, elle rencontre en 1994 un homme que nous nommerons Philippe. Elle travaille dans une maison de repos. Lui, il est ambulancier et ils ont une relation en fait qui est très brève. Ils se fréquentent quelques mois, ils ne vivent même pas ensemble. Ils se séparent d'un commun accord et c'est après cette séparation que Philippe, donc le père de Marie, apprend qu'Anita est enceinte. Elle élève alors sa fille sans Philippe et quelques années plus tard, Anita se remet en couple.
Marie ne s'entendait pas très bien avec le nouveau compagnon de sa mère, ce qui fait que rapidement, Anita va laisser son appartement à sa fille pour qu'elle en profite en autonome. Et elle va donc choisir d'aller vivre avec son nouveau compagnon, mais tout en gardant un œil sur sa fille et en se rendant très souvent chez elle pour le ménage, les différentes servitudes, lui apporter notamment les courses, etc. 3 jours après les faits, le 20 février 2014, à 6 h du matin, Anita est interpellée à son domicile du Mai-sur-Seine. Elle est alors placée en garde à vue à l'hôtel de police de Versailles. L'une des premières questions que les enquêteurs posent à Anita, c'est « Vous avez bien compris que vous êtes en garde à vue pour l'assassinat de votre fille ?» Et Anita, avec une certaine assurance, va répondre « Oui, j'ai bien compris, mais je n'ai rien de plus à vous dire. » Elle va quand même accepter de répondre aux questions des enquêteurs, mais elle va varier dans ses déclarations. Lorsque les enquêteurs évoquent la présence de son ADN sous les ongles de sa fille, Anita se justifie en déclarant avoir serré les mains de sa fille très fort au moment de la découverte de son corps. Interrogée au sujet de l'achat de la carte téléphonique, la quinquagénaire ne se démonte pas. Les explications d'Anita au début sont « c'est pour appeler des voyantes discrètement à partir de cabines téléphoniques, j'ai l'habitude d'acheter des cartes de téléphone ». Le problème, c'est que lorsque la police interroge la vendeuse du bar tabac, celle-ci dit « mais je connais très bien cette cliente, je la sers régulièrement et depuis longtemps, mais je ne me souviens pas lui avoir vendu auparavant des cartes téléphoniques et surtout, le jour où elle me les a achetées, elle m'a demandé le mode d'emploi. » Face au témoignage de la vendeuse, Anita assure ne plus s'en souvenir et prétend avoir sûrement perdu la carte téléphonique dans la rue. Mais pour les enquêteurs, il est évident que la mère de Marie ne leur dit pas toute la vérité. Il y a une chose qui apparaît très vite, c'est qu'il y a une proximité géographique entre l'endroit de l'hypercentre, qui est la place Saint-Jean, où la carte est achetée, chez le buraliste, entre cet endroit un peu plus excentrique, qui est le boulevard de l'Allemont, où l'appel est lancé depuis une cabine téléphonique, et jusqu'à l'endroit où Anita prétendra recevoir l'appel, c'est-à-dire chez sa mère, à Mincy. Tout ça, c'est en gros 2,5 km. Pour les policiers de Versailles, le mystérieux corbeau n'est autre qu'Anita. Il a été établi qu'elle aurait passé un appel sur son propre téléphone portable. Donc ça devait être l'appel qu'elle a reçu chez la mère. Et donc chez la mère, elle aurait reçu en fait une notification de sa messagerie pour la prévenir qu'elle avait un message. Alors Anita continuera-t-elle à nier les faits? Pour quelle raison aurait-elle tué sa fille Marie? Et les proches de la jeune femme connaîtront-ils enfin la vérité? Le jour de l'interpellation d'Anita, les policiers versaillais perquisitionnent son domicile. Sur place, ils mettent la main sur une boîte de somnifères vide qui contient curieusement du zolpidem, la molécule retrouvée abondamment dans l'organisme de Marie. Les enquêteurs vont donc interroger Anita pour lui demander où, quand, comment elle s'est procuré ces comprimés de somnifères. Anita explique qu'elle se les procure grâce à sa voisine, préparatrice en pharmacie. Elle lui dit qu'elle va partir en voyage, en séjour pendant plusieurs semaines en Bretagne. Et comme elle-même souffre d'insomnie, elle a besoin de ce médicament. La voisine accepte sa demande
et dépose 2 boîtes de somnifères dans sa boîte aux lettres le 20 janvier 2014, soit 3 semaines avant les faits. Il faut savoir que c'est quand même un achat de la main à la main. Ce n'est pas dans une pharmacie, il n'y a pas de trace de cet achat. Quand la pharmacienne va demander au compagnon d'Anita de lui régler cet achat, il va être très étonné, il n'est pas au courant de cet achat. La voisine d'Anita aurait-elle participé sans le savoir au plan machiavélique de la mère de Marie? Alors que la thèse de la préméditation se dessine, les hommes de la police judiciaire de Versailles vont trouver d'autres éléments à charge. Le jour des faits, le téléphone d'Anita va borner dans sa commune à son domicile, il va borner sur le trajet vers Mincy, vers l'appartement de sa fille, mais il va cesser de borner pendant 3 heures, à peu près de 10h à 13h. Or, l'autopsie détermine que c'est très probablement pendant ces 3 heures que Marie est décédée. La mère de famille continue malgré tout de nier le meurtre et livre aux enquêteurs le détail de son emploi du temps pour la journée, le 17 février 2014. Elle se lève, elle se prépare, elle sort de chez elle, elle prend sa voiture, elle va à Mincy pour faire des ménages. Elle dit qu'ensuite elle va passer à l'appartement de sa fille, mais qu'elle ne va pas y entrer, qu'elle va juste retirer le courrier. Qu'ensuite elle va rentrer à nouveau chez elle, à son domicile, et qu'ensuite, en début d'après-midi, elle va aller voir sa mère, Danielle, et que c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir ce fameux appel du prétendu tueur. Ce qui peut paraître bizarre, elle oublie de signaler qu'elle est passée par le centre-ville de Melun, la place Saint-Jean, pour acheter ces 2 paquets de cigarettes et surtout sa carte prépayée. Évidemment, ils ont les vidéos de sa présence et là, la présence, elle ne peut pas la nier. Anita cache la vérité sur son emploi du temps et semble ne pas être concernée par l'enquête. Elle va même dire, et ça encore une fois c'est frappant, malgré toutes les méchancetés qu'elle m'a fait, je n'ai rien à voir dans sa mort. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui est censé être en deuil. Le 21 février 2014, après 48 heures de garde à vue, Anita est mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pendant plus d'1 an, l'enquête reste au point mort, jusqu'à ce 7 avril 2015, le jour de la reconstitution, dans l'appartement de la victime. Anita change plusieurs fois de version, notamment par rapport à la tête d'oreiller. Donc il y a un moment où elle va dire qu'elle l'a trouvé autour de la tête de Marie avec des coussins posés dessus. À un autre moment, elle va dire qu'elle l'a trouvé autour de la gorge de Marie, qui met encore une fois la puce à l'oreille des enquêteurs. Et elle ne sera pas capable de dire si, lorsqu'elle ouvre la porte de l'appartement, est-ce que la porte à ce moment-là est fermée ou est-ce qu'elle est déjà entrouverte? Est-ce qu'il y a les clés sur la serrure à l'intérieur ou non? Également présente lors de la reconstitution, Danielle, la mère d'Anita, va quant à elle déclarer qu'un trousseau de clés était accroché dans l'entrée lorsqu'elles sont arrivées. Ce trousseau ne sera jamais retrouvé par les enquêteurs. Il y a aussi ce grand mystère autour du téléphone de Marie que personne n'est capable de retrouver. Autant de choses, si vous voulez, qui font penser qu'en fait, Anita ait envoyé sa mère au bistrot du coin pour passer le coup de fil, alors qu'on peut supposer que ce coup de fil d'alerte à la police, elle aurait pu le passer avec son propre téléphone mobile. Donc c'est comme si elle avait un peu voulu éloigner sa mère pour procéder à un dernier maquillage. Mais alors, Anita a-t-elle réellement tout manigancé? Pourquoi aurait-elle assassiné sa fille? Et les enquêteurs lui trouveront-ils un mobile? À Versailles,
les hommes de la PJ prennent connaissance du rapport des experts psychiatres qui ont rencontré Anita à Fleury-Mérogis. Il n'y a ni d'abolition ni d'altération du discernement de l'accusé dans son comportement global. Il n'y a aucune trace de maladie mentale, donc elle est exempte de toute irresponsabilité pénale. Elle est donc pénalement responsable. Face au psychiatre, Anita est restée sur sa position. Elle n'a pas tué Marie. Malgré ces dénégations, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un mobile. L'audition de Philippe, le père de Marie, va leur apporter de précieuses informations. Anita l'aurait menacé à plusieurs reprises en lui disant « Si tu reconnais Marie, si tu entreprends une quelconque démarche, tu ne la reverras plus. » Là, on a un cas de figure qui est courant, dans lequel il y a un père qui a eu un enfant, qui veut s'en occuper, qui en est empêché par la mère de cet enfant qui veut le garder pour elle toute seule, en quelque sorte. Philippe n'a pas reconnu sa fille et ne l'a vue qu'à quelques reprises jusqu'à ses 8 ans. Marie a donc grandi sans son père et avec les années, son absence était de plus en plus difficile à supporter. Ses amis révèlent qu'elle a souhaité reprendre contact avec lui, peu de temps avant son meurtre. Elle s'est beaucoup confiée par rapport à son père, parce qu'on vivait la même situation. Moi non plus, j'ai pas connu mon père. Du coup, on en parlait très souvent. Elle disait qu'elle aimerait bien le connaître, parce qu'elle savait qu'elle avait des demi-frères. Du coup, vu que c'est une fille unique, elle aurait bien aimé avoir cet entourage-là. Mais Marie se heurte à un problème de taille. Sa mère ne voulait clairement pas lui passer son numéro de téléphone, alors qu'elle l'avait en fait, et elle ne voulait pas lui partager. Du coup, Marie, elle faisait les recherches de son côté. Anita aurait-elle eu peur que Marie lui échappe au point de commettre l'irréparable? Selon les experts psychologues, la quinquagénaire, qui a été abandonnée par ses propres parents, a très bien pu faire un transfert sur sa fille. Marie qui a cherché à un moment donné à se soulever, peut-être aussi à réclamer des explications par rapport à sa venue au monde, par rapport à son histoire, par rapport à qui était son père. Peut-être que ça a réactivé aussi des choses par rapport à Anita qui était de l'ordre de l'insupportable. Les enquêteurs apprennent également que la mère et la fille entretenaient une relation des plus houleuses. Il y avait par exemple des conflits sur les horaires de sortie, le fait que voilà, Marie était une très jolie jeune fille, elle attirait beaucoup les garçons, donc ça pouvait aussi inquiéter, déranger la mère. D'après ce qu'avait dit la mère, une fois Marie avait volé, elle avait dû la couvrir. Marie signait à sa place des autorisations au collège, voilà. Donc c'était vraiment typiquement des sujets de discorde qu'on peut rencontrer à l'adolescence. Mais pour la psychologue, les rapports entre mère et fille étaient certainement bien plus complexes que cela. Elle reproche aussi à sa fille finalement d'avoir une attitude voilà, un petit peu insolente, désinvolte à son égard. Et madame effectivement peine à mettre en œuvre effectivement sa maternité puisqu'elle n'arrive pas à poser de limites et elle se sent effectivement dépassée dans son positionnement maternel vis-à-vis de sa fille. Un autre mobile est avancé par les enquêteurs quelques mois seulement après les faits. Marie avait découvert, presque par hasard, que sa mère était porteuse du virus du sida. Elle avait caché sa séropositivité à tout son entourage, sauf sa sœur, et sa fille venait de l'apprendre récemment. Alors est-ce que Marie la faisait chanter en disant « Je vais dire à ton compagnon que tu es séropositive si tu ne me donnes pas l'appartement ou, je ne sais pas, 300 € par mois ». Est-ce qu'il n'était pas là, finalement, le chantage de sa fille? Malgré l'enquête poussée de la police judiciaire de Versailles, le mobile du crime reste encore un mystère. Alors Anita passera-t-elle enfin aux aveux lors du procès d'assises? L'audience fera-t-elle toute la vérité sur cette affaire? Et à quelle peine sera condamnée la mère de famille?
Le mercredi 4 janvier 2017, 3 ans après le meurtre de Marie, le procès de sa mère Anita s'ouvre à Melun, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne. L'enjeu principal, c'est savoir si on va avoir une reconnaissance des faits ou pas. Savoir si on va enfin pouvoir comprendre pourquoi. Pourquoi une jeune fille décède 4 jours avant ses 18 ans. Philippe, le père de la victime, est là pour connaître la vérité. Il n'a aucune vengeance à assouvir envers la mère. Il est là simplement pour connaître les circonstances du décès de sa fille. Mais dans le box des accusés, Anita continue de clamer son innocence. Elle apparaît donc vraiment pas dans la séduction, hein. Elle est un peu d'apparence très négligée. Elle s'est fait tondre les cheveux. Il y a des plaques de calvitie qui apparaissent sur son crâne. Est-ce la maladie? C'est possible, je ne sais pas. Elle n'est pas dans l'émotion, toujours pas dans l'émotion. Elle est une sorte de rigidité. Mais dès le premier jour d'audience, coup de théâtre. Ce procès, il commence fort. Ce procès, il commence par l'avocat de la défense, l'avocat d'Anita, qui arrive et qui brandit un téléphone en disant « Je remets un téléphone à la cour. On pense que c'est le téléphone de la victime, on pense que c'est le téléphone de Marie. » Fracas dans la salle. Le président ordonne l'exploitation de ce téléphone pour confirmer si c'est celui de Marie et ensuite voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il peut révéler. L'expert en téléphonie confirme qu'il s'agit bien du téléphone portable de la victime. Mais malheureusement, toutes les données ont été effacées. Malgré cela, cet expert va réussir à faire revivre ce téléphone portable, à le faire parler, et il va retrouver des milliers de données, des appels téléphoniques, des messages SMS, des messages sur des applications de conversation en ligne. Entre les mois de septembre 2013 et février 2014, Marie a échangé plus de 24 000 SMS avec ses amis, ainsi qu'avec sa mère. Vous avez des SMS, viens me chercher à 17h, je suis là, j'arrive, tu vas à l'école à quelle heure, etc. Il n'y a aucune tendresse entre la mère et la fille. Donc les relations, globalement, ne sont pas bonnes sans être pour autant très très mauvaises. Mais elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas habituelles entre une mère et une fille adolescente de cet âge. Pour autant, le contenu des échanges avec la mère ne permet pas de comprendre le mobile du crime. Le lundi 9 janvier 2017, au terme de 4 jours de procès, la Cour annonce son verdict. Anita est déclarée coupable de l'assassinat de sa fille et écope de 20 ans de réclusion criminelle. L'avocat du père de Marie a expliqué que dans certains cas, quand on avait commis un crime vraiment atroce, on pouvait être dans le déni et donc même pas ne s'avouer à soi-même ce qui s'était passé et que ça pouvait être le cas d'Anita. Lui supposait qu'une fois que le verdict serait tombé, ce serait le temps ensuite de la reconstruction psychologique pour la mère, pour Anita. En fait, voilà, ça n'a pas été le cas puisque justement immédiatement après, elle a fait appel de la décision. 2 ans plus tard, le lundi 9 septembre 2019, le procès d'appel s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Face à de nouveaux jurés, l'accusé se présente avec la même ligne de défense. Elle a été prise à son propre piège. Elle avait un air malheureux, certes, et puis se disait malheureuse d'avoir perdu sa fille, mais il n'y avait pas de larmes particulières, il n'y avait pas d'éclat particulier, de grands moments d'émotion, comme il arrive régulièrement à la cour d'assises. Le vendredi 13 septembre 2019, le verdict final tombe. Après 5 jours de procès, Anita est à nouveau condamnée à 20 ans de prison. Mais pour les proches de Marie,
ces 2 procès n'ont pas répondu à leurs interrogations. Je me dis que si sa mère elle a été accusée coupable, s'il y a toutes les preuves contre elle, ça peut être que elle. Après, la question c'est pourquoi. C'est ça encore la question qu'on se pose et malheureusement qu'on ne saura peut-être jamais. Aujourd'hui, près de 6 ans après l'assassinat de Marie, ses proches peinent toujours à accepter la disparition de cet ami si cher à leurs yeux. Sylvain et Alexia continuent de lui rendre hommage et de faire perdurer son souvenir. Et évidemment, on a tendance à dire que ce sont les gens les plus heureux qui partent en premier. Et on pense tous à elle, et tous les gens qui l'aiment pensent à elle. Et c'est le plus important parce que c'est comme ça qu'elle continue à vivre. Elle est dans nos cœurs, enfin, pour moi, elle est dans mon cœur, elle est toujours avec moi. Et puis à l'avenir, on avance pour elle. Et parce que je sais que malgré tout, elle avance avec nous, donc voilà. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin funeste de Philibert, un sexagénaire excentrique, pris au piège d'un incendie meurtrier. Une enquête haletante, aux multiples rebondissements, qui lèvera le voile sur un criminel psychopathe. C'est une affaire hors norme, c'est une affaire, je crois, qui est qualifiée de cette manière par tous ceux qui sont intervenus dans le dossier. C'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Donc c'est ce qui nous frappe tous. Nous sommes à Vanves, dans la banlieue sud de Paris. Cette commune de 28 000 habitants est connue pour son église, classée au monument historique, son château, bâti par Mansart, ainsi que pour son parc, véritable poumon vert de la ville. C'est une petite ville paisible de la banlieue parisienne, commune qui est d'ailleurs limitrophe à Paris, où il fait bon vivre. C'est familial, il y a des retraités, des étudiants. Mais le samedi 8 février 2014, au petit matin, cette quiétude va être soudainement bouleversée. Dans le quartier du Plateau, au 5e étage d'un bâtiment, un incendie se déclare. Il y a des fumées, en fait, qui commencent à se dégager vers 5-6 heures du matin de l'appartement et qui alertent les voisins. Je me réveille parce que je sens une sorte d'odeur. Donc je vais dans ma cuisine, je regarde si la plaque chauffante est éteinte et elle est éteinte. Donc je me recouche et je me réveille quand même vers 6 heures ou 7 heures. Et cette odeur persiste. Et c'est là que j'ouvre mon balcon et après j'appelle les pompiers. Un quart d'heure plus tard, les hommes du feu sont devant l'appartement où l'incendie fait rage. Quand les pompiers arrivent sur les lieux, ils se heurtent à une porte qui est fermée. Ils la forcent. Et là, ils vont être saisis par une fumée noire extrêmement épaisse, intense, et surtout, il va y avoir une explosion parce que l'ouverture de la porte va entraîner l'explosion de la baie vitrée. Les pompiers investissent malgré tout le studio et luttent contre les flammes. Et arrivés dans les lieux, ils découvrent un corps recroquevillé, positionné à côté d'une baie vitrée. Alors, qui est la victime ? Comment cet incendie s'est-il déclenché? S'agit-il d'un accident domestique ou d'un incendie criminel? À Vanves, suite à la macabre découverte dans l'appartement, les enquêteurs de la police judiciaire investissent les lieux. Ce qui les frappe en arrivant, c'est qu'il y a une ceinture qui est positionnée à proximité immédiate du corps. Ils recherchent également ses effets personnels et ne retrouvent ni téléphone portable, ni clé, ce qui va les surprendre. Face à cette situation déconcertante, les hommes de la police scientifique
interviennent à leur tour. Le laboratoire de la préfecture de police de Paris intervient sur les lieux pour pouvoir aider la police judiciaire à investiguer sur ce départ de feu. Pour eux, c'est un accident domestique, plus qu'un incendie criminel. D'après les premières constatations, il s'agit d'un simple accident électrique. Pour autant, les policiers de Nanterre décident de se renseigner sur la victime, un homme de 61 ans prénommé Philibert. Et à son sujet, les habitants de l'immeuble sont unanimes. Il recevait beaucoup chez lui, il faisait beaucoup de fêtes. Il était du coup particulièrement connu pour faire du bruit. C'est de la musique toute la journée, de la musique techno-trance, aussi bien le matin que le soir. Lors de cette enquête de voisinage, les hommes de la PJ vont faire de précieuses découvertes sur la nuit du drame. Les voisins ont entendu du bruit, ont entendu des voix dans cet appartement et ils ont entendu du bruit une grande partie de la nuit, entre 2h et 5h du matin, si bien qu'il est absolument certain que la victime n'était pas seule, en tout cas jusqu'à 5h du matin. L'un des voisins de Philibert va aller encore plus loin dans ses déclarations. J'entends des personnes qui appellent l'ascenseur, il devait être 2. Ils sont 2. Le deuxième bruit que j'entends, c'est 3 bruits qu'on tape sur, comme sur un mur ou sur une porte, ou c'est 3 bruits consécutifs. Qui sont ces personnes présentes chez la victime? Ont-elles un lien avec l'incendie? Les enquêteurs de Nanterre s'interrogent et commencent à avoir de sérieux doutes sur l'origine exacte de l'incendie. L'autopsie réalisée sur le corps de la victime va d'ailleurs confirmer leurs soupçons. L'autopsie de la victime révèle que c'est l'inhalation de la fumée qui a conduit au décès de la victime. Cela dit, il y a autre chose qui n'a pas causé le décès, mais qui est étrange s'agissant de quelqu'un qui a simplement été victime d'un incendie, d'un accident domestique, c'est qu'il présente des blessures. Et là, c'est la surprise. Parce que, outre les fragments de vitres qui sont fichés dans les cuisses de Philibert, il y a une fracture de l'os hyoïde qui est une trace de strangulation. La victime a donc été étranglée. Fort de cette information, les policiers procèdent immédiatement à une enquête de personnalité. Philibert, c'est un peu un marginal. C'est un homme de 61 ans qui n'a pas la vie d'un homme de 61 ans, parce que finalement il a la vie d'un homme qui a 40 ans de moins, il fréquente les rave-parties, le milieu techno, il prend des stupéfiants, il aime la compagnie des jeunes, il aime la musique. Il était un peu un éternel ado qui voulait s'amuser tout le temps et profiter sans contrainte. Figure du milieu techno parisien, l'homme jouit d'une excellente réputation. Philibert, il faut comprendre que c'est un personnage que je trouve, moi, extrêmement sympathique. C'est un gentil. C'est pas quelqu'un qui a la capacité de détecter le mal chez l'autre. Il va être dans un partage total de sa musique. Il va être dans un partage total du temps qu'il a à consacrer à des amis. C'est quelqu'un qui est très seul. Et les rave-parties, c'est sa façon à lui de lutter contre la solitude. Célibataire et sans enfant, Philibert n'a jamais travaillé. Sa vie se résume simplement à la musique et aux rave-parties. Il est considéré comme travailleur handicapé. Il a d'ailleurs une carte Cotorep 80%. 80%, c'est un taux énorme et peu de gens sont reconnus travailleurs handicapés à un tel taux. Dans l'espoir d'identifier les personnes présentes dans son appartement, la nuit du 7 au 8 février, les hommes de la PJ analysent la ligne téléphonique de Philibert.
L'enquête de police sur la téléphonie va permettre d'abord de retrouver la trace du téléphone portable de Philibert qui borne après 5 h du matin sur l'autoroute A6 et donc manifestement est en possession de quelqu'un d'autre que la victime. À la recherche du mystérieux voleur, les policiers appellent tous les contacts de Philibert. Parmi eux, Marc, l'un de ses amis. La police de Vanves m'a contacté pour demander des explications sur mon planning, quand est-ce que je l'avais vu récemment. Marc explique aux enquêteurs avoir vu la victime 7 jours avant sa mort. La victime était dans son état normal et ne lui avait fait part d'aucun problème. Les hommes de la PJ parviennent à joindre tous les contacts de Philibert, tous sauf un, à savoir la dernière personne à l'avoir eu au téléphone le 8 février 2014 à 2 h 35 du matin. On apprend que le dernier interlocuteur vit à Évry et que la ligne téléphonique de cette personne va être coupée en réalité une semaine après les faits. Les enquêteurs de la police judiciaire vont déterminer qui a été en contact avec cette ligne téléphonique bornant à Évry et ils vont convoquer 2 jeunes filles qui vont leur révéler l'identité du détenteur de la ligne. Alors, qui est cette personne? Les policiers parviendront-ils à la retrouver? Et était-elle présente dans l'appartement de la victime la nuit du drame? À la police judiciaire de Nanterre, grâce au témoignage de Vanessa et Lucie, les enquêteurs parviennent enfin à mettre un nom sur le dernier interlocuteur de Philibert. Ce numéro de téléphone est identifié comme appartenant à Cédric. Cédric étant un ami de Vanessa et Lucie, ami de Rêve Party, également connaissance de la victime. Il est surnommé le Belge en raison de ses origines et elle le croise pour des fêtes et parfois aussi en dehors. Tout comme la victime, Cédric écume les Rêve Party. C'est d'ailleurs dans l'une de ces soirées que les 2 hommes ont fait connaissance il y a tout juste un mois. Il y a des liens qui vont se créer entre eux, des liens téléphoniques et aussi des liens de partage parce que Philibert, c'est quelqu'un qui consomme du cannabis dans sa vie de tous les jours et d'autres types de drogues comme de la MDMA ou de l'ecstasy et parfois un peu de cocaïne lorsqu'il est en Rêve Party. Mais selon les 2 jeunes femmes, Cédric s'était également rapproché de Philibert par intérêt. Il va tout de suite considérer sa faiblesse, détecter sa vulnérabilité et détecter une forme d'aisance matérielle. Vanessa et Lucie vont encore plus loin dans leur témoignage et elles assurent que les intentions de Cédric à l'égard de la victime étaient plutôt malsaines. S'étant déjà rendu au domicile de Philibert, Cédric avait constaté qu'il avait des disques et du matériel hi-fi de grande valeur et c'est là que naît sans doute dans la tête de Cédric le projet de le cambrioler. Vanessa et Lucie révèlent également aux policiers que le lendemain des faits, Cédric les a contactés et leur a fait des révélations. Et il leur raconte que le vol qu'il avait entrepris de commettre s'est très mal passé. À mesure que les auditions se poursuivent, Cédric apparaît de plus en plus comme un suspect crédible dans la disparition de Philibert. Vanessa explique aux policiers que Cédric lui aurait précisé qu'il savait faire disparaître les preuves par le feu et que l'appartement de la victime contenait beaucoup de vinyle qui étaient hautement inflammables. Lucie et Vanessa indiquent également aux policiers que Cédric leur a offert des disques durs et cette exploitation des disques durs va révéler qu'ils appartiennent à la victime. À l'issue de ces dépositions, les enquêteurs estiment qu'ils ont assez d'éléments
pour interpeller Cédric, d'autant plus que l'homme de 25 ans est bien connu de leur service. Les policiers découvrent que Cédric a un casier judiciaire non négligeable, de nombreuses condamnations pour des faits de vol avec violence et un fait d'incendie. Au cours de leur recherche, les policiers apprennent que Cédric vit avec sa petite amie dans un studio à Évry. Mais sur place, ils font face à l'hostilité de leurs suspects. Ils tentent de prendre la fuite à l'arrivée des enquêteurs qui parviennent à l'interpeller. Les hommes de la PJ perquisitionnent ensuite le studio et mettent la main sur différents types de drogues. Une saisie qui correspond bien au profil de Cédric. Il parvient à nouer les deux bouts par des petites ventes de drogue qu'il propose dans des soirées, des rave parties. Et donc c'est comme ça qu'il parvient, je crois, à vivre. En s'intéressant au passé de Cédric, les enquêteurs de Nanterre réalisent que leur suspect a eu un parcours de vie des plus chaotiques. Ils découvrent que Cédric a eu une enfance particulièrement difficile. Ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 3 ans. Il vit alors avec sa mère. Cédric va également connaître d'autres drames. Lorsque Cédric avait 11 ans, un incendie s'est déclenché au domicile familial, ce qui a conduit au décès de sa sœur et de sa mère. Et il a été, à un moment donné, soupçonné, avant d'être disculpé par d'autres personnes présentes au domicile familial. Et il se trouve qu'il a sans doute aussi été mis assez rapidement hors de cause, compte tenu de son très jeune âge au moment de l'incendie. À la suite de cet incendie meurtrier, Cédric est envoyé dans une classe spécialisée pendant une année. Lorsqu'il en revient, son père a refait sa vie. Ça rend le quotidien extrêmement compliqué. Cédric commence à fuguer très vite et à commettre ses premiers délits. À 17 ans, son père le met à la porte et il commence à vivre dans des squats et à consommer de plus en plus de drogue. Il découvre à cette époque les rave parties, se marginalise, devient progressivement dealer et commence à faire des séjours en prison. Alors que va révéler Cédric au cours de sa garde à vue? Est-il l'auteur du meurtre de Philibert? Et d'autres personnes sont-elles impliquées? Le 19 février, soit 11 jours après le drame, Cédric est interrogé par la police de Nanterre. Il est très volubile. Il parle beaucoup. Il a beaucoup de choses à expliquer aux policiers. Cédric reconnaît s'être rendu chez la victime le soir des faits pour procéder à un cambriolage avec 3 autres individus. Jonas, Lucas et Marc. 3 amis et lui-même avaient pour intention de voler la victime. Cédric explique alors qu'avec ses 3 complices, ils ont imaginé un plan machiavélique pour parvenir à leur fin. Le projet, c'était de lui faire sniffer un médicament pilé en lui faisant croire que c'était de la cocaïne, ce qui devait le rendre malade ou l'endormir un petit peu pour permettre de cambrioler. D'après le suspect, le médicament n'a absolument pas eu l'effet escompté. Philibert était toujours en pleine possession de ses moyens. Les 4 individus optent alors pour une autre stratégie et ils décident de le voler pendant qu'il a le dos tourné. Mais là encore, les choses ne se passent pas comme prévu. Il sort de la salle de bain lorsqu'il entend du bruit. Et il s'ensuit une bagarre. Cédric explique que Marc, Lucas et Jonas vont le violenter. Lui va tenter de s'interposer, mais les 3 représentent une force trop importante face à lui. L'homme de 25 ans assure qu'il a tenté d'aider Philibert, en vain.
va se dédouaner, il va dire « ce n'est pas moi qui ai commis tout ça, ce sont les 3 autres qui ont eu l'idée et qui ont décidé de passer à l'acte. Moi, j'étais là en tant que spectateur et j'étais un peu effrayé. » Pour prouver sa bonne foi, Cédric donne aux enquêteurs le moyen de retrouver ses complices. Il ignore leur nom de famille, mais connaît leur pseudo sur les réseaux sociaux. Les policiers font des investigations qui permettent sur Facebook de remonter aux 3 autres, notamment en examinant les conversations qui ont eu lieu entre Cédric et puis chacun des 3 autres. Ils ont une vingtaine d'années et leurs familles se connaissent très bien. Ces 3 jeunes, ils ont un profil assez particulier par rapport à Cédric, parce que ce sont 3 jeunes qui viennent d'un petit village, ce sont des campagnards, qui sont totalement inconnus des services de police et des services de justice, mais qui ont quand même un point commun avec Cédric, c'est qu'eux aussi fréquentent le monde des rave-parties et de la techno. Le 24 février 2014, les policiers interpellent et placent en garde à vue les 3 complices présumés de Cédric. Ils sont totalement effondrés, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à la police. En plus, une interpellation qui a lieu dans des conditions, je dirais pas musclées, mais bon, disons à la hauteur de la gravité des faits qui ont eu lieu. Interrogés à leur tour, les 3 jeunes hommes livrent leur version des faits. Marc, Lucas et Jonas indiquent aux policiers avoir décidé avec Cédric de cambrioler la victime. Pour faciliter le déroulement du cambriolage, ils décident de lui administrer de la drogue. Mais ça ne fonctionne pas. Au moment où Cédric, Marc, Jonas et Lucas s'aperçoivent qu'il n'y a rien à cambrioler et que la drogue ne fait pas d'effet, Cédric littéralement pète un plomb, commence à être extrêmement violent et se met à frapper la victime. Les 3 autres prennent la fuite. Jonas, qui est le dernier à sortir de l'appartement, voit Cédric en train d'étrangler Philibert. Et Jonas, Marc et Lucas sont convergents sur le fait qu'ils ont entendu la victime crier à l'aide, mais effectivement, ils ne sont pas intervenus et ils se sont enfuis. Depuis leur voiture garée devant l'immeuble, Marc, Lucas et Jonas réalisent qu'un drame se joue au 5e étage. Il reste un court moment pour observer et ils voient des ombres dans l'appartement. Ils comprennent qu'il y a eu une bagarre. Et puis finalement, Cédric descend, remonte dans la voiture et finalement l'arrivée de Cédric est un peu rassurante parce que ce que dit Cédric, c'est qu'il a enfermé la victime chez elle. Marc précise qu'il a vu du sang sur les chaussettes de Cédric au moment où il remonte dans sa voiture pour repartir. Marc indique également aux policiers voir Cédric balancer par la fenêtre de sa voiture en route un téléphone portable et des clés. En garde à vue, les 3 complices de Cédric racontent qu'ils ont appris l'incendie et le décès de la victime par la presse, seulement le lendemain du drame. Donc ils se sont réunis pour savoir si ils devaient se rendre à la police. Ils décident finalement que non. Enfin, il y a quand même une panique extrêmement importante parce qu'ils quittent chacun le domicile familial pour aller vivre dans les bois, dans une maison abandonnée. Au bout de 3 jours, les jeunes hommes sont ensuite retournés au domicile de leurs parents avant d'y être interpellés. Confronté au témoignage de ses complices, Cédric s'obstine et minimise toujours son implication dans le meurtre de Philibert. Lors de sa seconde audition, il assure désormais qu'il n'est pas à l'initiative de ce cambriolage et que sur place, il a uniquement suivi les instructions de Marc. Ce soir-là, la drogue ne fait pas effet. Et Cédric explique que face à cette situation, Marc le convoque sur le balcon et qu'il lui dit qu'il va falloir détourner l'attention. Mais le cambriolage aurait dérapé et Marc aurait sorti une arme à feu. Marc se sert de son arme pour intimider. Il ne va pas s'en servir de manière effective, mais il va s'en servir pour intimider et il va s'en servir
pour frapper Cédric avec lorsque Cédric explique s'être interposé. Cédric constate qu'il n'arrivera pas à les raisonner et il a peur et il s'en va. Ces nouvelles explications laissent perplexes les enquêteurs qui ne parviennent pas à savoir qui dit la vérité entre Cédric et ses 3 complices. Le 26 février, à l'issue de leur garde à vue, les 3 sont déférés devant le juge d'instruction qui les met en examen pour vol avec violence ayant entraîné la mort et destruction par incendie ayant entraîné la mort. Et ils sont tous les 3 placés en détention provisoire à la suite de Cédric qui, lui, était déjà en détention provisoire. Alors les hommes de la PJ parviendront-ils à démêler le vrai du faux? Quel est le rôle exact des 4 protagonistes dans cette affaire? Et surtout, qui a tué Philibert? Le 13 juin 2014, soit 4 mois après le meurtre inexpliqué de Philibert, une reconstitution est organisée dans son appartement, en présence des 4 protagonistes du dossier. Ce qui me reste comme image de cette reconstitution, c'est qu'on a pénétré dans des lieux qui étaient en état, lavés par les flammes, et en même temps avec sur le sol comme une lave de vinyle. C'est-à-dire que le plastique avait fondu, le vinyle avait fondu, et on avait au sol, comme ça, une sorte de couche. C'était très impressionnant. Mais la reconstitution n'a pas servi à grand-chose parce que chacun est resté sur ses positions, donc 3 versions convergentes d'un côté et puis la version de Cédric de l'autre. Mais l'affaire connaît soudain un rebondissement. L'enquête piétine. Il est difficile de savoir qui dit la vérité entre les 2 versions totalement contradictoires, jusqu'au moment où Malik, un co-détenu de Cédric, indique qu'il a des révélations à faire. Cédric lui a dit avoir frappé la victime, puis l'avoir étranglée, puis attachée avant de mettre le feu à l'appartement. Malik porte de lourdes accusations et raconte même que son co-détenu lui a confié une mission. Cédric souhaite rentrer en contact avec Emma, sa petite amie. Il sait que Malik a une permission de sortie. Il lui remet une lettre. Dans cette lettre, il demande à Emma de modifier sa version des faits sur le sang qu'elle a vu sur ses chaussures. Surtout, tu ne dis pas que tu as vu que j'avais des chaussettes ensanglantées. Tu oublies ça et tu charges aussi les trois jeunes que tu connais. C'est eux qui ont tout fait et moi, je n'ai rien fait. Face aux policiers de Nanterre, Malik assure qu'il n'a finalement pas donné la lettre de Cédric à sa petite amie. En dépit de cette tentative de modifier ses déclarations, Emma confirme, et donc enfonce le clou, elle confirme que le sang était bien sur les chaussettes de Cédric. Cédric est acculé de toutes parts, mais nie toujours être l'auteur de l'incendie et surtout du meurtre. Quand Cédric apprend les déclarations de Malik, il dit que c'est un menteur, qu'il ne lui a jamais fait aucune confession et encore moins de cet ordre-là. Ensuite, le juge d'instruction va le confronter au fait que les déclarations de Malik sont corroborées par d'autres éléments de l'enquête. Et là, Cédric change de version et prétend avoir raconté à Malik ce qu'auraient fait Marc, Lucas et Jonas. Malgré les dénégations de l'homme de 25 ans, les enquêteurs sont de plus en plus convaincus qu'il a joué un rôle à part entière dans cette sombre affaire. Pour départager les 2 versions, il y a évidemment les éléments d'enquête, donc la version des 3 d'un côté et la version de Cédric de l'autre. Puis il n'y a pas seulement ça, il y a les investigations sur la personnalité. Parce qu'on est face à une affaire d'incendie. Et la vie de Cédric est jalonnée d'incendies. Il y a beaucoup d'incendies dans son parcours. Il allume son premier feu à l'âge de 4 ans, sans conséquences dramatiques, mais quand même. Et ça va être un élément fondateur de sa personnalité, ce feu. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs de Nanterre réalisent que les incendies
sont de véritables exutoires pour Cédric. En 2011, donc il va être papa, il est content, il est à Lille, il veut assister à l'accouchement, et puis à ce moment ça se passe mal, l'enfant, un petit garçon qui doit naître, a un problème apparemment au niveau respiratoire, et on lui demande de sortir. On a appris qu'il a pété un câble et qu'il a mis le feu déjà dans un endroit près de la salle d'accouchement. Les conséquences sont terribles, car toutes les mamans et leurs nouveau-nés sont confinés dans une pièce. Pour cet incendie à l'hôpital, Cédric écope d'un court séjour en prison. Mais à peine libéré, l'homme est rattrapé par ses démons. Vous avez une ex-compagne de Cédric qui raconte qu'elle s'est réveillée une nuit et que le matelas était en feu avec Cédric à côté avec un bidon d'essence. Puis vous avez eu aussi des incendies d'un appartement, d'un véhicule de dealer. Et c'est quand même une personnalité qui se structure autour de la pyromanie et qui va en faire une signature criminelle. C'est-à-dire que Cédric, à chaque fois qu'il va avoir un problème, la conclusion du problème sera de se débarrasser de la difficulté en la faisant disparaître par le feu. Le pyromane aurait-il alors eu une pulsion dans l'appartement de Philibert, après l'échec de son cambriolage? La dernière version qui est retenue par les enquêteurs de police, c'est que les 4 individus ont eu le projet de cambrioler la victime. Et pour faciliter ce cambriolage, de lui administrer de la drogue pour qu'il soit un peu dans les vapes. Ensuite, Cédric, face à l'échec de ce cambriolage, s'est emporté, l'a violenté, les 3 autres sont partis précipitamment et pendant ce temps-là, Cédric a commencé à étrangler la victime et ensuite a mis le feu à son matelas. En enquêtant sur le parcours carcéral de Cédric, les policiers font une surprenante découverte. D'après l'enquête, Cédric a suggéré à 2 de ses codétenus de simuler une tentative de suicide par pendaison pour bénéficier d'un court séjour à l'infirmerie, en leur promettant qu'il les décrocherait, et il ne les a pas décrochés. Interrogé par le service pénitentiaire, le jeune homme jure qu'il n'a aucun lien avec la mort de ses codétenus. Cédric prétend que lui, il dormait pendant ce moment-là, ce moment terrible qui se passe dans sa cellule, qui est quand même petite. Mais quand on regarde l'heure, on voit que c'est à 8h et 9h. Donc, soit c'est quelqu'un qui va dormir très tôt, et en prison, on sait en général qu'on va dormir assez tard. Cédric n'a jamais été condamné pour ces faits, mais son profil semble très inquiétant. L'expertise psychiatrique de Cédric conclut à la psychopathie. Donc c'est pas une maladie mentale, ce qui veut dire qu'il reste entièrement responsable de ses actes, mais effectivement, c'est une indifférence à la souffrance physique, notamment des autres. Mais ce n'est pas tout. Le rapport de l'expert ne laisse aucun doute sur la dangerosité de Cédric. La psychopathie s'évalue sur une échelle de 1 à 5. L'expert l'a placé à 4,5 sur 5, donc à un degré extrêmement élevé, et a conclu que finalement, quand on était si haut placé dans l'échelle de la psychopathie, l'avenir était forcément sombre. Il n'y a pas d'issue à part la mort. Alors quelle sera l'attitude du suspect lors du procès d'assises? Reconnaîtra-t-il enfin les faits? Et à quelle peine Cédric et ses 3 complices seront-ils condamnés? Début décembre 2016, presque 2 ans après le meurtre de Philibert, s'ouvre le procès de Cédric et de ses 3 complices devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Lors du procès, les 3 garçons finalement ont une attitude qui est à peu près la même qu'au tout début lors de leur interpellation, c'est qu'ils semblent complètement dépassés par les événements, impressionnés par le procès d'assises. Pendant le procès, les 3 jeunes sont prostrés, très mal en point, à la fois honteux, gênés et terrorisés. Le plus jeune des accusés est particulièrement mal à l'aise.
Lucas était le plus émouvant. Il s'en voulait terriblement. C'était très authentique et son trouble était palpable et les propos qu'il a tenus étaient des propos qui, je pense, ont fait du bien à la famille de Philibert. Installé dans un autre box, Cédric renvoie une image diamétralement opposée. C'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a une puissance physique, il occupe l'espace, et c'est quelqu'un qui a un regard très particulier. Il est impressionnant. Cédric, il a un comportement plutôt calme, sans doute parce qu'il était soigné et qu'on lui donnait des médicaments en détention. Donc il parle toujours beaucoup, il dit toujours un peu tout et son contraire, mais il ne s'énerve pas beaucoup pendant le procès. Si l'homme de 27 ans nie toujours être l'auteur du meurtre, son argumentation a le don d'irriter la salle d'audience. Cédric a du mal à faire des phrases courtes et donc il agace particulièrement la cour parce qu'il ne parvient pas, malgré lui, à répondre de façon claire à des questions. Malgré les éléments et les témoignages à charge contre lui, Cédric reste imperturbable. J'ai plaidé l'acquittement parce que Cédric maintenait son innocence. Le 19 décembre 2016, la Cour et les jurés rendent leur verdict. Marc et Jonas sont condamnés à 15 mois de prison. Lucas à 2 années de prison. Après leur détention préventive, aucun d'eux ne retournera en cellule. Pour Cédric, c'est une autre histoire. Perpétuité avec la peine de sûreté maximale de 22 ans. Lors du délibéré, Cédric a réagi avec un tout petit peu d'énervement, mais finalement un énervement quand même un peu limité compte tenu de l'extrême lourdeur de la peine prononcée à son encontre. Il a dit quelques paroles vengeresses à l'encontre des 3 autres accusés. Cédric n'accepte pas ce verdict et décide de faire appel. 1 an plus tard, en février 2018, il comparaît seul sur le banc des accusés. Et s'il semble au départ adopter la même défense, Cédric fait une révélation au dernier jour du procès. C'est bien lui qui a étranglé Philibert avant de mettre le feu à son appartement. Ces aveux, je pense qu'ils sont trop tardifs. Et comme ils sont trop tardifs, ils sont appréciés comme étant de circonstance. Donc pour tenter d'obtenir une peine moins lourde. Le verdict de la cour d'assises d'appel, c'est encore une fois perpétuité avec 22 ans de sûreté. Aujourd'hui, 5 ans après la disparition de Philibert, son meurtrier ne peut espérer sortir de prison avant 2037. Il aura alors 48 ans. Le tunnel est sans fin et en même temps on se dit mais pourrait-il lui se réinsérer, pourrait-il sortir? Peut-on lui mettre une boîte d'allumettes entre les mains? Si le pyromane reconnaît à présent les faits, la violence dont il a fait preuve suscite toujours une vive émotion. C'est une affaire hors norme, c'est une affaire, je crois, qui est qualifiée de cette manière par tous ceux qui ont croisé ce dossier, qui sont intervenus dans le dossier. Elle est presque... C'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction.